Bonjour. Bonjour au Sénégal. On est dans ces 48 heures pour la paix. Je suis Olivier Corchia. Je suis le fondateur du fonds de dotation Paché. Et là, on commence nos 48 heures ici. On est en différé pour cette transmission avec le Sénégal. Cette année, les 48 heures pour la paix, c'est quoi? C'est offrir à un public large, c'est-à-dire tout public, gratuitement, des outils, des expériences, des rencontres qui ne pourraient pas s'offrir habituellement. Et donc, c'est permettre des ponts entre les pays, permettre des ponts entre les expériences, permettre des ponts entre les générations. Cette année, le thème, c'est la transmission. On a été particulièrement sensible. On avait choisi ce thème l'an dernier, donc sur la transmission des modèles traditionnels. On a fait, par exemple, en février avec les Amérindiens. Et puis, évidemment, il y a eu la crise du Covid et on a vu la difficulté des maisons de retraite, des personnes âgées et des coupures de génération. Alors, on a mis en place un projet pour aider à la transmission entre les générations, pour permettre d'abord qu'il y ait le lien et puis vraiment qu'on puisse se partager des choses importantes. Et alors, dans le cadre des 48 heures, on va vivre là pendant 48 heures plusieurs thèmes, justement sur se déposer, prendre soin de soi, parler de nos peurs, et puis travailler sur qu'est-ce qu'ont besoin chaque génération. Et puis, on va parler des projets porteurs comme les vôtres. Alors, je voudrais que Karine et Ali vous présentiez en quelques mots et surtout que vous parliez de votre projet Tout le cœur, qui d'ailleurs fait un peu la une de la presse en France aussi. Donc, c'est important quand même que vous en parliez. On vous écoute. Bonjour à tous ceux qui vont nous regarder et j'espère que vous serez nombreux. Moi, c'est un grand honneur pour moi aujourd'hui d'intervenir dans le cadre des 48 heures pour la paix et vraiment, je remercie toute l'équipe Paché, Olivier, Erwin de nous avoir conviés à intervenir à ce sujet. Je suis une fidèle des 48 heures de la paix, une fidèle du groupe Paché et aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas un pas que je fais sur le sol du Sénégal sans me rappeler à quel point nos organisations, lorsque j'étais en France, ont travaillé de pair, à quel point j'ai pu apprendre et recevoir également de Paché pour pouvoir aujourd'hui mener des collectifs avec autant de satisfaction et autant de bonheur. Donc vraiment, un grand merci. Moi, je vous souhaite d'aller très très loin. Nous ferons tout notre possible ici pour diffuser tout cela au maximum. En plus, avec un thème comme les 48 heures pour la paix de cette année, qui est la transmission, qui est un thème qui nous est cher. Ali, comme moi, comme toute l'équipe des Tolucœurs, qui est un projet qu'on va vous présenter tout à l'heure, nous sommes avant tout des formateurs, avant tout des agents de transmission des savoirs. Et nous avons créé une particularité, c'est que nous allons pour transmettre dans les villages ce que nous savons être, ce que nous savons faire, mais pour apprendre d'un point de vue complètement holistique et non hiérarchique, en distinguo, de façon non pyramidale, pour apprendre également des villages, parce qu'il s'agit surtout pour nous d'apprendre d'eux en réactivant le savoir-faire et en allant les s'aimer ailleurs en fonction des ethnies. Donc voilà pour ma présentation. Donc moi je suis native du Sénégal, je m'appelle Karine Fakouri. J'ai vécu en France très longtemps où j'ai d'abord été juriste en droit de la santé. Et lorsque j'ai pu observer les systèmes de santé qu'on nous proposait, j'ai pas pu faire autrement, passionnée de psychothérapie, passionnée de quête de sens, passionnée de tradition, que d'aller chercher ailleurs comment cela se faisait. Et j'ai donc tout quitté pour, d'une certaine manière, aller vivre dans la forêt et créer des centres holistiques avec déjà un art de penser et un art de vivre différent. Ça m'a évidemment rapproché des communautés comme celle de Pierre Rabhi. J'ai également été une grande activiste pour introduire les médecines traditionnelles ancestrales dans les systèmes de santé comme l'ostéopathie, la labellisation des véritables labels du bio, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu autre chose comme Nature et Progrès, etc., etc. Voilà, merci. Ali, est-ce que tu peux nous parler de toi et du projet? Merci Olivier, je suis vraiment content d'être ici et vous féliciter du travail que vous faites. En fait, moi je m'appelle Alain Ndiaye, je suis natif du Sénégal et j'ai passé pratiquement 30 ans au Brésil.
où toujours j'ai cherché à travailler avec les petits agriculteurs familiaux, toujours tenter d'entendre un petit peu leurs problèmes, de discuter, de faire des immersions dans leur site, dans leur ferme, pour voir un petit peu comment on peut arriver à non seulement les viabiliser économiquement, mais aussi faire de quoi ils mangent ce qu'ils produisent. Ils produisent ce qu'ils mangent aussi. Donc, voilà, le Covid est venu, j'étais venu au Sénégal et j'ai connu Karine Fakouri. Je me suis très bien identifié, tout de suite identifié dans ce qu'elle fait. Ça ressemble beaucoup à ce que j'ai fait au Brésil. Et je me suis dit, ben écoute, pourquoi pas me joindre à elle au Sénégal pour pouvoir avancer. Donc, pour vous avoir une idée, depuis lors, je ne suis pas rentré au Brésil. Donc, pour vous montrer que ce sont des actions transversales où vous avez, les gens sont en train de mener beaucoup d'actions dans le monde dans ce sens. Et voilà, c'est une autre forme de faire où on n'est pas, pardon, où le technicien n'est pas devant les agriculteurs ou devant les personnes en parlant et tout le monde écoute. Ça, on commence à voir que la construction, elle est collective, elle est sensible, c'est écouter, vivre un petit peu ses traditions, ses réalités et construire un développement dans ça. Depuis très longtemps, on a vu les erreurs de ce développement qu'on nous a promis depuis très longtemps. Et avec le Covid, on a commencé à voir que la générosité, la fraternité, cette approche d'écouter est devenue un modèle littéralement de développement. Et voilà, dans les Tolokers, on observe beaucoup ça. Imaginez-vous des gens durant 10 jours qui cohabitent entre eux, qui construisent et à la fin, tout le monde dit, écoutez, j'ai mis mon grain de sel. Et là, ça permet aux populations de s'approprier des projets, qui n'est pas le projet de Karine, le projet de Ali, le projet de tel. Non, c'est le projet de ces gens-là qui l'ont construit pour vivre et pour mieux vivre. Donc, c'est ça. Je pense qu'on entrera dans les détails durant les différentes interventions. Alors juste, si vous pouvez expliquer ce qu'est Toulouker, on va certainement mettre des images pour compléter ce qu'on raconte ici. Mais du coup, qu'est-ce que vous pouvez en dire sur le principe et qu'est-ce qui est important pour vous quand vous faites cette action? Le Toulouker, en réalité, c'est produire autour de la maison, comme on dit Toulouker, littéralement, ça veut dire le champ de la maison. Oui. Si vous allez un peu derrière, en Afrique, toujours il y avait un petit potager autour de la maison qui garantissait ce que les gens mangeaient. Et il y avait les champs d'extension à quelques kilomètres de la maison qui étaient collectifs aussi. Mais maintenant, on a vu qu'avec cette évolution, cette volonté d'acheter, les gens ont commencé à perdre ça. Et ce qui génère très rapidement ce qu'on appelle une insécurité alimentaire. Parce que tout dépend d'acheter. Actuellement, tu peux aller à l'intérieur des villages. Vous allez voir que les gens mangent, par exemple, des cornes-bœufs, achètent voilà, beaucoup de choses qui n'existaient pas et qui pouvaient réellement, qui affectent même la santé de ces personnes. Alors, le Toulouker, c'est quoi? C'est 5000 m², un demi-hectare, où cohabitent des plantes, des arbres pour le bois, des arbres pour les fruits, des arbres natifs, des légumes. Ali, je vais contextualiser si tu permets avant qu'on rentre là-dedans, ou bien? Bien sûr, tu peux y aller, allez-y. Après, je termine. En fait, c'est hyper fondamental ce que dit Ali, mais j'ai besoin de le mettre pour les 48 heures dans un contexte un peu plus global. Ce qui est important, peut-être, Ali, de souligner, c'est que, en fait, nous intervenons dans le cadre de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte, qui est une toute nouvelle agence au Sénégal et qui est sûrement la première mondiale. C'est-à-dire que nous avons une gouvernance aujourd'hui, une volonté politique d'avoir des exécutifs avec des écologistes convaincus et activistes dans un territoire donné pour changer les choses. Et ça, cela existe depuis un an. Nous avons mis du temps, hélas, à nous installer.
mais il n'y a pas aujourd'hui un seul Conseil des ministres où on ne parle pas de l'intérêt de cette agence. Et nous pouvons avoir partout dans le monde des agences qui, en réalité, sont des agences d'évaluation, des agences techniques, des agences éthiques, des agences de conseil, mais des agences où on a le mandat de pouvoir agir et de couvrir la reforestation de tout le pays et la régénération des sols. Je pense que c'est un exemple mondial et c'est important pour moi de le souligner parce que c'est dans ce contexte que j'ai créé Tolucœur. À l'intérieur de cette agence, cette agence, elle est portée par quand même quelqu'un qui n'est plus besoin de présenter ni sur le sol national ni sur le sol international, qui est Monsieur Ali Haïdar, qui est un des écologistes donc les plus renommés de la planète. Et du coup, nous avons une double chance sur ce sol sénégalais, qui est d'être encadré, d'avoir une volonté politique, avec nous qui sommes en charge de rassembler les activités citoyennes, mais avec quelqu'un comme Monsieur Haïdar El Ali, je pense que c'est vraiment facile. Du coup, nous avons créé la sentinelle de la Sergem. Moi, je donne le modèle parce que ce sont des modèles qui peuvent être dupliqués, je pense, à ce stade-là. Et donc, nous avons créé la sentinelle de l'Agence sénégalaise de la reforestation, qui réunit tous les activistes, toutes les petites ONG, mais aussi parfois les grandes, tous ceux qui ont les moyens et ceux qui ne le peuvent pas, mais qui ont envie d'agir à partir de leur territoire, à partir d'une région du Sénégal. Ces gens-là sont identifiés par nous et donc, du coup, nous prêtent main forte et c'est à travers eux que le réseau des Tolucœur a pu aussi se constituer, puisque je m'attelle vraiment à consolider cette sentinelle. Et aujourd'hui, j'ai déjà un appel, puisque la sentinelle de la Sergem peut être tout à fait internationale et ça commence d'ailleurs aussi. À l'intérieur de cette agence, donc moi, je suis la directrice des éco-villages et des filières vertes, sachant que éco-village, c'est vraiment la contraction de village écologique et nous intervenons également en zone urbaine. En pleine situation de Covid, lorsque nous travaillons pour les éco-villages, la première chose, c'est de penser en Afrique à ce qu'on appelle la sécurité alimentaire. Et c'est là où je vais rejoindre les propos d'Ali, mais il faudra vraiment te redonner une grande plage d'expression tout à l'heure. J'avais besoin de contextualiser, hein, pardonnez-moi. Donc, la sécurité alimentaire en Afrique, ce n'est pas du tout la même que dans les pays occidentaux. Mais nous sommes allés encore plus loin parce que nous étions en plein Covid, parce que nous avions une interdiction de circuler et que les propositions qu'on nous faisait, c'était de sortir de cette précarité en distribuant des pâtes du riz aux populations, évidemment 100% importées, ou sinon avec des produits de basse consommation qui n'ont ni une qualité nutritionnelle, ni une qualité vibratoire, puisque les deux vont ensemble. Alors, nous n'avons pas pu faire autrement que de nous dire, mais notre plan de souveraineté alimentaire, et j'utilise ce mot à juste titre, il faut sortir en Afrique de la sécurité alimentaire pour passer à la souveraineté. La sécurité alimentaire, tout le monde nous maintient dedans, mais c'est complètement erroné. Ça fait vivre en fait les grands projets pour qu'ils aient la possibilité de venir investir ici les terres et de mettre les gens dans la précarité pour qu'ils aient l'impression qu'ils ont besoin d'eux et que l'argent continue à venir de l'extérieur. Donc, vraiment, le moteur numéro 1, c'était de démontrer, avant que je rencontre même Ali, parce que c'est aussi une histoire de magie, et je sais que Patchy aime la magie, donc j'ai besoin de parler de ça aussi. La première idée, c'était de se dire, mais il faut démontrer dans un contexte aussi enfermé que le Covid, qu'en 10 jours, on peut créer de la souveraineté alimentaire, pas seulement de la sécurité alimentaire. Donc, quels sont les arbres et les plantes à croissance rapide, qui ont une valeur nutritionnelle, qui poussent en 2 mois parce qu'on est en saison des pluies, et qui peuvent réellement, peut-être pas combler la sensation de faim, mais permettre de prévenir de toute forme de maladie, y compris le Covid. Nous sommes allés chercher l'artémisia qui pousse naturellement sur le sol, si ce n'est que personne ne sait ce que c'est, ou en tout cas, les populations n'en ont pas accès. Nous sommes allés chercher, par contre, ça c'était important, des plantes et des aliments qui pouvaient être tracés rapidement, mais qui sont dans l'innocuité, parce qu'en fait, ce sont des vies de village. Il va bientôt vous parler de la vie de village, en fait, qu'il y a dans Tolucœur et comment les enfants peuvent ramper. Et si c'est du ricin, par exemple, ben, ça reste mortel, donc il faut faire attention. Donc, on est dans des espaces où il y a un design de permaculture qui est absolument magnifique, et c'est lui qui est en train de faire le tour du monde, et qui renforce par sa figure géométrique ce champ derrière la maison.
le nom tôt looker a déjà une vibration qui est très forte. Et là, je vais redonner la parole à Ali. Il a déjà une vibration très, très forte parce que il n'y a pas un endroit où on peut dire tôt looker, ou que l'enfant ait 5 ans, ou que la personne ait 90 ans, où elle n'a pas une légende, une histoire à raconter sur comment c'était avant le tôt looker. Et ça, c'est peut-être l'élément le plus important que nous avons envie de transmettre pour ces 48 heures pour la paix. Il y a la réactivation de la tradition et elle est conjuguée à de la modernité avec les techniques. Donc, Ali a entendu parler des taux lookers parce que nous faisions des webinaires, une sensibilisation où nous ne pouvions pas encore circuler. Il est venu nous dire, mais le design que vous voulez faire, mais la perma, mais l'autosuffisance, mais tout ça. Mais moi, je peux aider, je suis bloquée ici, je ne peux pas prendre mon avion pour rentrer voir ma famille. Je peux aider. Et après, nous, en se renseignant, on a vu qu'il savait en faire et qu'il avait déjà fait ça fois 12 000 sous une autre forme. Le taux looker, ce sont des forêts médicinales et nourricières. C'est d'abord ça qu'il faut entendre. Au moins, ça met très, très fort en perspective et en envie. Alors, Ali, comment ça se passe et quels résultats vous amenez? Voilà, je pense que c'est très bien contextualisé par Karim. Et voilà, donc nous sommes là-bas dans un espace de demi-hectare qui est 5000 mètres carrés. Ça, c'est important parce qu'on entre dans une logique de valorisation du foncier. Parce que quand on réussit à avoir près de la maison, dans de petits espaces bien organisés, une production suffisante pour la famille, on commence à éviter les champs à perte de vue avec des productivités basses toute l'année. Vous voyez, donc c'est de ces 5000 mètres carrés où cohabitent, comme je l'ai dit tout de suite, tous les arbres qui peuvent avoir des besoins, qui peuvent contribuer aux besoins des communautés. Là, je parle depuis les arbres qu'on utilise pour le bois, depuis les arbres qu'ils utilisent pour avoir les agrumes, les fruits, etc. Les plantes fertilitaires au milieu, ce qui leur permet de ne pas dépendre d'amener des engrais au niveau de l'espace. Les légumes, aussi, vous avez aussi les plantes médicinales, comme Karine vient de le dire. Et au milieu, juste au milieu, un poulailler construit en utilisant du matériel local. Ça, c'est extrêmement important. Rien n'est étrange pour l'agriculteur au niveau du projet. Ce n'est pas un grand projet où vous allez voir que tout est importé. Non, on utilise et on valorise non seulement le savoir-faire local, mais le matériel disponible. Vous voyez dans le design, comme Karine le dit, vous voyez que la paille, on utilise pour faire le poulailler. Parce que je ne sais pas qui nous a dit dans nos têtes qu'il faut pour avoir un poulailler, il vous faut des zincs. Pourquoi? Et pourtant, tout le monde le fait. Alors, c'est là où on revient avec les populations pour faire des réflexions qui leur permettent de valoriser ce qu'ils ont près d'eux. Donc, nous passons 10 jours avec eux en immersion totale. Vous ne reconnaissez pas qui est technicien, qui est formateur, qui est chef de village, qui est marabout, qui est... Voilà. Tout le monde, parce qu'on les écoute, chacun a un savoir-faire au fond de lui qui n'est pas souvent valorisé parce que les gens ne sont pas sensibles à écouter ces gens-là. Et nous, notre bureau, c'est autour de l'arbre. Le terrain devient littéralement le lieu où tout le monde cohabite dans ces 10 jours et on forme une famille. On n'a pas quand on commence, on ne sait pas s'il y a des maçons, s'il y a des... Vous voyez, on ne sait rien. On provoque le savoir qu'ils sont. Et les gens construisent. Vous voyez, on mange avec eux, on valorise au moment de manger. Au lieu de prendre du riz importé, on mange avec eux le mil qui est là-bas, qui est transformé. Donc, la saleté qui est à côté, on leur montre que ça, c'est pas bon. Comment on fait pour le recycler? Comment éviter ça? Vous voyez, c'est pas seulement une transférence de connaissances, mais c'est littéralement provoquer le savoir qui est dans chacun de nous. Provoquer le savoir qui est dans chacun voilà. de nous. Voilà. Et donc, on a fait des exemples au Sénégal et par coïncidence, notre intervention ont été dans les lieux au moment où
la saison des pluies où les agriculteurs, tout le monde se rue vers la production d'arachide. Personne n'a le temps parce que c'est 3 mois de pluie. Mais on a constaté que tous les gens, les agriculteurs, les communautés où on est parti, durant la saison des pluies, tout le monde était présent et durant les 10 jours. Vous savez ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'ils s'y voient, qu'ils sont écoutés, qu'ils sont sentis. Et à la fin, pratiquement tout le monde pleure, tout le monde s'embrasse et on finit par construire une structure qui est les leurs. Ils s'approprient de ça. Donc, c'est ça le Talker. Et aujourd'hui, l'idée, c'est d'en avoir des milliers parce que c'est des projets rapides, c'est des projets à risque pratiquement zéro parce que ce sont des arbres qu'on plante. Elles sont irriguées par un système solaire. Vous voyez, donc, la production, elle est garantie durant toute l'année et c'est organisé d'une forme qu'on a des cycles courts, des cycles moins, des cycles plus longs, qui permet d'avoir une production, une cueillette durant toute l'année et qui permet aux agriculteurs de faire la forêt aussi. Parce que dans chaque Talker, on met 1500 plantes, dont 65 espèces différentes. Subtilement, on est en train... Ils produisent 1 tonne par mois. Une productivité d'1 tonne par mois, ce qui fait comme quoi que subtilement, on est en train de monter des forêts dans tout le Sénégal, sans pour autant nous en arrêter à forêt. Mais c'est une chose qu'ils sont en train de faire, qui subtilement, qui sont en train de comprendre. Et là, c'est là où je pense que c'est important. Comme je disais toujours au Brésil, au lieu de dire on va nettoyer la plage, on peut dire il ne faut pas salir la plage. Vous voyez, c'est une autre approche. Et là, on commence à réellement avoir de véritables gardiens de la forêt, de véritables reconstructeurs de la forêt, parce que sans la forêt, on ne produit pas bien. Mais si maintenant, comme l'approche de l'agence, que j'ai beaucoup aimé, c'est ce qui m'a retenu d'ailleurs, cette forme de mettre autour de ce développement local-là, les sentinelles, de mettre les volontaires, de mettre les populations, de les écouter. La forêt, elle est là et représente un développement pour ces gens-là parce qu'ils commencent à valoriser ça. Des coûts de production très bas parce que le modèle garantit la fertilité du sol durant le temps. Ce qui fait comme quoi que, comme je disais, c'est un risque zéro parce que ce sont des plantes et des arbres irrigués et qui vont sûrement croître et ils vont donner des fruits d'une forme continue pour ces familles-là. Et il n'y a pas de grands, comment je peux dire, de grands investissements où tu peux avoir des risques. C'est de petits investissements, mais à grande échelle. Et voilà, c'est ce que je voulais dire un petit peu. Ali nous a complètement touché par le sens, par le cœur, par l'âme de ce projet. Je suis curieux pour ceux qui vont voir la vidéo, finalement, vous en avez fait combien au Sénégal ou peut-être même au Brésil? Et puis, qu'est-ce que ça, au bout de combien de temps ça produit, puis combien ça coûte? Je ne sais pas si vous avez les réponses à toutes ces questions, mais je vais quand même intervenir aussi pour dire que il y a un organisme qui a cru en nous, porté par une femme qui s'appelle Abissey, qui gère une agence qui s'appelle, c'est une agence de formation, et qui nous avait suivis via des webinaires. Et ça a résonné très fort. On était à nouveau dans un contexte de Covid, on ne savait pas comment faire. Et cette grande dame a voulu financer 3 projets pilotes pour voir ce que ça allait donner. Aujourd'hui, sur le sol du Sénégal, nous en avons fait 3, dans 3 régions différentes, avec des terres qui sont très différentes et très complexes. C'est-à-dire que nous avons un défi ici, c'est la pérennité des sites que nous construisons. Nous avons démarré notre premier Talker sur du sable. Avec des populations qui finalement avaient l'habitude de voir peut-être arriver des gens dans des projets et qui leur disaient on va vous financer du solaire, on va vous financer pour que vous puissiez faire du mil, mais prenez le Roundup. J'exagère évidemment, mais voilà. Et là, ils nous ont vus être avec eux, travailler avec eux, apprendre d'eux. Donc ça, c'est vraiment une des choses les plus importantes.
À ce jour, nous en avons fait 3. Notre ambition est d'en faire 1000 pour 2021 avec 2 phases en amont. Et la première phase qui est d'en produire à nouveau 15 parce que le but de nos 3 projets pilotes, c'était de former les formateurs de formateurs. Les formateurs de formateurs qui vont démultiplier le modèle. Aujourd'hui, on est en phase 2 où ces formateurs de formateurs doivent faire sur 15 talkers à nouveau dans des sites différents. Ils doivent en réalité former avec nous une banque de 103 formateurs. J'insiste sur le fait que ce sont déjà des emplois verts uniques, puisque ce sont des nouveaux métiers de conscience et de développement durable, et qu'à partir de ces talkers-là, une fois qu'on est déjà en production, le programme Éco-Village que je porte va aller vers ce qu'on appelle Garab Sagarab. Garab, ça veut dire arbre au Sénégal, et médicaments, c'est la même chose. Donc, on l'appelle Garab Sagarab. Ce sont en quelque sorte des pharmacies vertes qu'on est en train de monter avec Ali et qui sont déjà de l'ordre de la transformation, par exemple l'artémisia, etc. Donc, actuellement, nous sommes en attente de financement pour des 15 talkers et la banque des 105. Nous faisons 15 talkers en 3 mois, puisque chaque formateur de formateur va en faire 2. Ce qui va lui permettre d'être agréé. Derrière ça, il y a un manuel de procédure que nous sommes en train de rédiger et qui va permettre de labelliser le talker. Alors, pas pour le protéger parce qu'on a toujours dit que c'était en copie free, mais simplement pour garantir la traçabilité des semences, la méthode pédagogique. Et j'en viens dans quelques minutes à comment vous pouvez nous aider. Je ne sais pas si j'anticipe la question ou si je t'attends. On va pouvoir y aller. Voilà. Et franchement, enfin, tout le monde veut faire des talkers. Aujourd'hui, en plein centre de Dakar, qui est la capitale, on nous a demandé de faire un talker touristique de démonstration. Et donc, les gens n'attendent que ça, c'est de le financer, mais les montages financiers sont un peu compliqués. On est en période d'année où il faut aller avant 2020, basculer en 2021. Ok, alors ça doit inspirer sûrement nos amis qui nous regardent, aussi bien en France, au Québec, en Martinique, voilà, aux Antilles. Et donc, mais est-ce qu'on a une idée de combien ça coûte pour vous de faire ça? C'est combien un projet? Aider un talker, c'est combien? Alors, en fait, dans la phase où il nous faut une banque de formateurs, on est sur 15 millions. 1 million, c'est 1 500 €. Donc, je n'ai pas la traduction exacte. Mais ça, c'est pour les 15. Okay. Une fois que nous avons notre banque de formateurs, et avec du coup certifiés, etc., nous passons en 2021 à la faisabilité d'un talker parce que notre grande spécificité, c'est qu'il n'y a pas de mécanisation. On revient à des méthodes ancestrales, mais conjuguées à du moderne. Donc, à part les kits solaires le forage, parce qu'il faut quand même un puits, et dans les villages, c'est une question de puits et pas d'accès à l'eau, parce que ça n'existe pas, eh bien, un talker va coûter entre 5 et 7 millions, ce qui est juste rien, pour, je le rappelle, une production d'1 tonne par mois, pour réactiver le rassemblement communautaire, on appelle ça le développement communautaire, nous ici, des villages entre eux, pour le réseau des villages entre eux, pour l'installation d'un écotourisme aussi. Voilà. J'ai bien compris, un peu moins de 10 000 €, quoi. Oui, voilà. Même moins que 10 000 €. Bien moins. Bien moins. Beaucoup moins. 5 millions, c'est 3 000. Non. 1 500, c'est 1 500 €, c'est 1 million. OK. Très bien. Donc, on parle de 5 millions. Comment on peut vous aider, Ali, Karine? De quoi vous avez besoin? Qu'est-ce que vous auriez besoin de transmettre ou qu'est-ce que vous auriez besoin? Comment on pourrait vous aider? Je pense que l'idée, c'est pour ce type de projet-là, le succès, c'est dans la démultiplication en masse. C'est pourquoi nous sommes en train de nous préparer. Parce que, comme je l'ai dit au début, c'est un projet où il faut former des gens qui forment d'autres, pour que ça soit démultiplié en masse. Donc, comme vous l'avez dit, au Brésil, on en a fait plus de 10 000. Wow. C'est comme ça qu'on a agi dans tous les 26 États du Brésil. Et au début,
on a pensé que la meilleure forme, c'est de former des formateurs. De préférence, le formateur, mieux qu'il est dans son village ou près de sa région, c'est encore mieux. Ça coûte moins cher et il s'identifie à ses réalités. Donc ça, c'est des choses qu'on a donné toujours une valeur dans le projet. Ouais. Donc, je pense que le grand défi, c'est que nos autorités voient qu'avec ces types de projets, nous parvenons à garantir avec les populations la souveraineté alimentaire. Et maintenant, former aussi un grand réseau, parce que tout ce qui est produit dans les tolokers, nous avons déjà des données qui nous permettent de savoir quelles sont les espèces qui sont dans chaque toloker, combien sont, quelles sont les habitudes de croissance, ce qui nous permet après d'avoir une demande bien organisée au niveau des tolokers à travers un logiciel qui nous permet de savoir combien est en train d'être produit, quelle est la partie qui va à la consommation des populations qu'eux-mêmes vont décider et quelle est la différence qui est une offre qu'on peut passer aux différents acheteurs. Donc, ce n'est pas seulement un projet isolé, mais c'est un projet qui est bien géré, bien pensé, avec bien sûr la gestion collective, mais on commence à avoir aussi des données qui nous permettent de monter des stratégies qui vont depuis la transformation de ces fruits, de ces artémisia, de ces nebedae, moringa, mais on commence à savoir combien d'arbres, combien d'espèces on a dans chaque toloker. Si on en a 1000, on sait où ça se trouve, combien ça va, quand ça va commencer à donner, quelle est la productivité moyenne. Donc, c'est ça, ça vient avec une approche de gestion très forte. Très fort. Okay. Donc, voilà, ça peut être une grande solution dans ce monde qu'on est en train de voir, que le corona nous a montré qu'on est aussi fragile qu'on ne le pensait pas et qu'il est temps qu'on commence à valoriser ces projets, ces petits projets, mais qui sont en réalité de très grands projets et de très grandes solutions pour réellement apporter une certaine autosuffisance, mais portée par les populations, avec une dose de gestion bien faite, qui est déjà bien coordonnée, commence à être bien tracée par l'agence. Et là, je pense que ce qu'on a besoin, c'est qu'on nous appuie à multiplier ça à des milliers. Moi, je ne pense pas à 1000, je pense à 1 million. Dans chaque région du Sénégal, on en a 5, 10, 8, 20, 30. Et là, on pourra parler d'autosuffisance alimentaire, on pourra parler de souveraineté alimentaire. Parfait. Merci, Karine. Un mot pour dire sur ce que vous avoir besoin ou ce que vous auriez besoin de transmettre ou de faire savoir ou comment on pourrait vous aider. Un mot pour toi, Karine. Moi, je crois que ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait un réseau international et que des jeunes puissent venir ici, soit travailler à distance sur le plan de technologie, communication, etc., soit venir dans nos villages et en fait apprendre des villages. Je trouve qu'on aura vraiment inversé les polarités si aujourd'hui on ne venait pas avec des savoir-faire de l'extérieur, mais qu'on venait réapprendre de ces villages. Mais aujourd'hui, il s'avère que ça se passe au Sénégal, mais ça peut se passer en Australie, ça peut repartir dans les traditions. Et ça, je sais que vraiment Patché peut, avec les 48 heures pour la paix, contribuer à ça. Modéliser ses savoirs et voir comment est-ce qu'on peut les diffuser. Voilà ce qui m'intéresserait le plus. Le Toloker est un merveilleux prétexte parce que c'est le moment ou jamais. Venir voir que sur des sols comme les nôtres et avec une volonté communautaire où finalement on ne se pose pas la question de qui fait quoi parce que chacun a un rôle, comme dans les traditions amérindiennes. On ne rentre pas dans un Toloker avant d'avoir vu le chef de village. C'est lui qu'on réunit avant, il y a toute une préparation avant.
Les quelques fois où on a voulu aller trop vite, ça s'est mal passé. Donc, ce sont des choses que je crois, en partie en Occident, les jeunes ont besoin de retrouver, pas parce qu'ils ne l'ont pas, mais parce que c'est perdu depuis plus longtemps. Et ici, nous ne sommes pas allés sur des sites visibles, hein. On n'a vraiment pas cherché la communication. C'est ça qu'il faut entendre, Olivier. C'est que ça a traversé la frontière, le Tolucœur, sans intention. Parce que nous sommes allés dans des coins perdus, où on nous disait même, mais comment vous voulez que politiquement ça devienne une politique publique? Vous n'avez même pas accès, c'est même pas dans un axe de village, parce qu'il y a des villages qui sont très accessibles. Nous, on était dans des endroits qui étaient hyper reculés. Et c'est devenu la force du projet, parce qu'on a montré que dans ces endroits-là, c'était possible. Mais aussi parce qu'on était en quête d'authenticité, de rencontrer des vrais villages avec des vrais besoins, et que ce ne soit pas juste… Donc moi, je crois que, en fait, si on pouvait tisser un réseau de personnes entre elles, qui pouvaient voir comment, sur le plan de la communication, nous aussi diffuser vos actions, vous diffuser les nôtres, ça serait une première chose, parce que pour le moment, la mobilité n'est pas facile, mais avec une perspective de voyage, voilà. J'adorerais en même temps qu'il y a une danse traditionnelle dans un village où chaque ethnie te présente sa tradition, j'adorerais voir les masques de la méthode Persona s'improviser sur ces sols aussi. Ouais. Et je crois que ça serait une vraie richesse. Ça provoquerait la prise de conscience du savoir qu'on a à l'intérieur, c'est sûr. En tout cas, je vous remercie pour cet élan que vous avez, mais aussi pour l'inspiration que vous donnez. Ici, il se passe plein de choses, y compris en France, dans la prise de conscience écologique, mais aussi de besoin de solidarité et de fraternité. Donc, ça a du mal un peu à trouver ses voies, mais parce que ça manque de modèles. Donc, je pense que c'est très important de partager ces modèles. Je vous en remercie. J'ai eu l'occasion de voir ce que vous faisiez l'an dernier. J'invite ceux qui veulent participer dans les bénévoles des 48 heures à émettre aussi vos idées ou à mettre en commun vos forces pour que ça puisse se faire. Merci beaucoup. Merci. Alice. Et à tous d'une manière ou d'une autre. Merci.